montrer ici une petite vidéo qui va parler justement de l'analyse spectrale. Alors en théorie j'aurais dû le placer dans la partie grand 1 de mon chapitre 2 sur les dosages, dans la partie 4 retour sur l'analyse spectrale. Alors si je ne l'ai pas fait, c'est un petit oubli de ma part, non pas que je voulais pas le faire dans ce chapitre là, je voulais le faire un petit peu plus loin, mais avec les collègues on a décidé d'aborder ça un peu plus rapidement dans l'année, donc voilà, pour pouvoir éventuellement vous le donner dans le cadre d'évaluations communes, type devoir type bac ou bac blanc. Donc pour faire court, si vous avez cette partie retour sur l'analyse spectrale, soit vous arrivez à le glisser ici, sinon vous pouvez ajouter un paragraphe grand 4, retour sur l'analyse spectrale. Donc voilà, donc que va contenir cette partie-là? De quoi va-t-on parler dans le cadre de l'analyse spectrale? On va parler ici de grosso modo l'interprétation des couleurs par exemple d'une solution. Donc c'est la première approche que l'on peut avoir, hein. Imaginons qu'il y a une solution de couleur orange et que je fasse l'analyse de cette solution par un appareil que vous connaissez, hein, je le mets à l'intérieur d'un petit boîtier qu'on appelle un spectrophotomètre. Celui-ci va me donner la courbe suivante, voilà. Et ce qui peut paraître étrange, c'est que là où la couleur maximum absorbée ne correspond pas du tout à la couleur orange. Alors comment expliquer ça? C'est relativement simple, c'est que la couleur que l'on observe ici, c'est la couleur transmise, et non la couleur absorbée. La solution va transmettre une couleur et en absorber une autre. Donc comme on peut constater, le maximum d'absorbance est situé dans le bleu. Comment déterminer en fait la couleur d'une solution en partant de son spectre? Alors pour faire cela, en fait, il existe une solution relativement simple, c'est d'utiliser l'étoile des couleurs. Ça consiste à donc dessiner un triangle pointe en haut, un triangle pointe en bas, et d'y placer dessus les couleurs de l'arc-en-ciel, donc le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Pour ceux qui ont des difficultés à retenir l'ordre des couleurs, on peut penser à Vibujor. Vibujor, c'est un sorcier, comme dans Harry Potter, qui porterait non pas une robe noire, mais une robe arc-en-ciel. Et Vibujor vous donne en fait l'ordre des couleurs V, B, U, J, O et R. Vous donnerez l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, de l'étoile. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est comment faire en partant de cette étoile-là pour trouver la couleur de la solution. Donc la chose la plus simple, c'est que si je prends la couleur orange, la couleur de la solution, la couleur absorbée se retrouve diamétralement opposée. Et vice versa, si je connais la couleur absorbée, j'ai rien qu'à regarder. La couleur diamétralement opposée, c'est celle qui sera transmise, observée et perçue par nos yeux. Donc ceci est une façon de faire de l'analyse de couleurs, de spectres. Ça c'est un spectre, afin de déterminer la couleur d'une solution ou la couleur absorbée d'une solution. C'est une notion que vous avez vue l'an dernier dans le cadre des dosages par étalonnage. Cette fois-ci, on va essayer d'élargir un peu cette notion d'analyse spectrale, non pas à des domaines qui vont être situés dans le visible, c'est-à-dire de 400 à 800, mais d'aller au-delà du rouge. On va faire ça dans le cadre de l'analyse des spectres infrarouges. Et l'intérêt de ces spectres infrarouges, c'est qu'ils vont nous permettre de nous donner des informations sur la structure de la molécule. Alors justement, avant de parler de structure de molécules, il est bon ton de rappeler en fait quelques notions de base sur les structures de molécules organiques. L'une des premières choses à savoir, c'est qu'elles sont constituées de groupements fonctionnels qui leur apportent des caractéristiques et des réactions particulières. Ces groupements fonctionnels correspondent à une partie de la molécule. On appelle ça des groupements fonctionnels ou caractéristiques, sans S, excusez. On appelle ça aussi des groupements fonctionnels ou caractéristiques. La totalité de la molécule, par contre, appartient à une famille chimique. Attention à ne pas confondre famille et donc groupement fonctionnel. Ainsi, la famille qui correspond à la molécule représentée ici, qui est l'éthanol, correspond à la famille des alcools. Et la partie de cette molécule-là, qui est aussi OH, définit le groupement fonctionnel qu'on appelle hydroxyle. Dans le cadre de la vidéo de jour, je vais vous demander de compléter une petite activité ou de faire une petite activité qui est dans la continuité des choses que vous avez vues l'an passé. Pour cela, je vous ai distribué une activité. La voici. Donc cette activité, voilà, a pour but de vous montrer comment on fait pour identifier des molécules en partant du spectre infrarouge de celles-ci qui vous sont données.
Alors pas de panique, je vais vous rappeler un petit peu la démarche, vous expliquer comment faire, comment interpréter les documents, afin que vous puissiez réussir à trouver les réponses relativement facilement. D'expérience, je dirais qu'en moins d'une heure, mes élèves sont capables de faire l'analyse d'un spectre infrarouge correctement et d'identifier les molécules. Donc la première chose à savoir, c'est que les groupes caractéristiques, les familles que vous avez vu l'an passé, sont des cas qu'on qualifie de simples. Simples sont les 4 familles que vous avez dû voir l'an passé: les alcools, les aldéhydes, les cétones, les carboxyles, les acides carboxyliques. Donc ça, c'est les familles, c'est bien dire toute la molécule, je tiens à préciser. Si je prends l'exemple sur la molécule numéro A, l'intégralité de cette molécule appartient à une des familles qui est là, qu'on appelle la famille des alcools. Donc toute la molécule d'ici jusque-là fait partie de la famille des alcools. Sur cette famille des alcools, on voit qu'il y a un groupement hydroxyle, un groupement OH ici qui est situé en bout de chaîne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupement hydroxyle. Donc ne confondez pas la famille chimique avec le groupement. Très souvent, dans les sujets de bac, on vous demande de donner les noms des groupements fonctionnels. Le nom des groupements fonctionnels, c'est pas le nom de la famille, c'est la dernière ligne qu'on vous demande et pas la première. Tous ceux-ci sont à connaître, c'est-à-dire ça, je viens de préciser, les cas simples comme les cas compliqués sont des choses que les élèves de terminale doivent connaître et doivent savoir identifier aisément. Dans les cas complexes, c'est ceux qu'on verra cette année, on apprendra par ailleurs à faire leur nomenclature. Vous allez me dire, mais il y a des choses qui ne sont pas complètes, les halogénures, comment on fait pour nommer ces choses-là. On le verra ensemble en classe, comment justement répondre à ces cas particuliers. Rassurez-vous, pour l'activité du jour, les halogénures ont été omis à l'intérieur des exemples qui vous sont donnés. Allons-y, voyons ensemble maintenant comment réussir à identifier ces différentes molécules. Afin de partir sur un exemple, la molécule numéro A, la molécule A, on va dire, correspond au spectre. Le premier spectre que je vous l'ai donné ici, comme de par hasard. Donc si on compare le spectre qu'on obtient ici à celui qu'on avait l'habitude de rencontrer dans la diapositive précédente, on se rend compte que, étrangement, au lieu d'avoir des bosses, on n'a pas de bosses, on a plutôt des creux. Alors ça s'explique parce qu'on ne mesure pas l'absorbance pour l'infrarouge, mais on mesure une autre grandeur, c'est-à-dire la transmittance. On mesure la lumière qui est transmise à travers le liquide. Donc pour faire cela, pour retrouver un petit peu nos jaunes, on pourrait tout à fait retourner, pivoter la page, et on se retrouverait bien à avoir les spectres qui correspondent à quelque chose que l'on connaît déjà dans le cadre de l'absorbance. La transmittance a simplement retourné le spectre par rapport à ce qu'on avait déjà rencontré auparavant. Comment justement interpréter ce spectre? Comment utiliser ce spectre pour retrouver la molécule qui est là? Alors très souvent, dans les sujets de bac, on va vous dire, on a la molécule A, et on va vous proposer plusieurs spectres. Quel est le bon et justifier votre choix. Voilà. C'est une façon de faire. On va vous dire la molécule A correspond au spectre truc-muche, justifier pourquoi c'est ce spectre-là. Bref, il faut dans tous les cas de figure justifier. C'est la justification sur laquelle on vous attend. Pas sur nous dire c'est le spectre Y qui est le bon. On s'en fout de savoir si c'est le spectre Y ou pas, c'est comment justifier. Donc, pour justifier ça, il faut que vous fassiez une analyse complète du spectre. Je tiens à dire complète et pas superficielle. Et comment faire cette analyse? Vous allez avoir à disposition un tableau contenant les bandes qu'on appelle des bandes spectrales. Ça, on est obligé de vous le donner. Vous ne pouvez pas le connaître, ce n'est pas des choses à connaître. Moi, avec l'habitude, je commence à repérer certaines longueurs d'onde, certains spectres, nombre d'ondes. Et du coup, c'est plus facile pour moi. Je tiens à préciser que le tableau que je vous donne ici est un tableau simplifié. Dans la réalité, il existe des tableaux qui font 2 ou 3 pages de long avec toutes des références comme celle-ci. Donc on va voir ensemble comment utiliser ce tableau pour retrouver les groupements ou les parties spécifiques de la molécule numéro A. Donc pour faire cela, la première chose, c'est regarder sur votre spectre les bandes qui sont majoritaires, les pics majoritaires. Alors les pics majoritaires ne correspondent pas à une transmittance de 100%, mais correspondent plutôt à une transmittance proche de 0. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier les pics qui sont situés entre 0 et environ 30% de transmittance. Tout ce qui est au-dessus, pour moi, ne sera pas significatif. C'est-à-dire, je ne chercherai pas à l'attribuer une représentation dans mon tableau. Par exemple, ce pic-là, pour moi, ne sert à rien et n'est pas interprétable.
Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que tous les pics que vous allez repérer n'ont pas forcément une correspondance dans le tableau qui est là. Je le répète, vous avez ici un tableau simplifié. Dans les tableaux réels, vous avez 3 à 4 pages de ces tableaux-là. Donc, vous ne pourrez pas attribuer tous les pics que vous voyez. Le but, c'est d'attribuer certains pics et pas tous. Donc, repérons nos pics majoritaires. Le premier pic majoritaire que j'obtiens, c'est celui-là, qui comparativement à celui-ci, celui-là par exemple, celui-là ou ceux-là, ce groupement-là, est totalement différente. On a l'impression de voir un pic qui est sur une forme un peu évasée. Il fait une sorte de bosse. Contrairement par exemple à celui-ci qui est très pointu. Ça, cette bosse-là est caractéristique d'un groupement fonctionnel en particulier. C'est le groupement hydroxyle, celui-là. On l'appelle ça une bande large. Alors moi souvent j'ai tendance à dire, pour expliquer à mes élèves, c'est la différence entre le Mont Cassel et l'Everest. Ma bande large c'est le Mont Cassel, c'est pas du tout pointu, tandis que sur l'Everest par contre on a bien compris que c'était pointu. Donc voilà, donc une bande large c'est une bosse. Une bande pas large c'est un pic. Les pics sont repérés par ce qu'on appelle une intensité moyenne à une intensité forte. Donc une intensité moyenne ça serait typiquement celle-là. Et une intensité plutôt forte, ça serait plutôt ça. C'est-à-dire, plus vous êtes fort, plus vous allez vous rapprocher de 0. Moins vous êtes fort, plus vous allez vous rapprocher de 100. Donc à partir de là, je vais pouvoir réussir à identifier. Donc là, j'ai une bande large, dont la valeur est proche de 3500. Donc on va regarder dans mon tableau. Je vois que bande large, premier indice, proche de 3500, on est bien dans ma fourchette, 3500 cm-1, un nombre d'ondes, ça correspond à la liaison OH. Donc je viens d'identifier la liaison qu'il y a pour ces deux atomes-là. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous regardez, vous avez aussi un autre type de liaison. Une liaison entre le carbone qui est là et l'oxygène qui est là. Donc ça, c'est une liaison CO qui a lieu aux alentours de 1000-1500. Une bande relativement forte. Donc on va aller voir sur notre spectre si on peut retrouver ça. On constatait entre 1000 et 1500 qu'on a toute une palanquée de pics. Alors, je ne suis pas obligé de dire c'est celui-là plus qu'un autre, ça pourrait être très bien celui-ci, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un des pics qui est là, dans cette zone-là, qui a une intensité relativement forte, je dirais que c'est celui-ci, par exemple, celui-ci, ça correspond à ma liaison CO. Continuons un petit peu notre interprétation, parce qu'il n'y a pas que ce type de bande-là. On constate également une bande forte aux alentours de 3000. À quoi ça peut correspondre, cette bande forte autour de 3000 ? Allons voir dans notre tableau, et on voit apparaître ici une liaison proche de 3000 qui est forte. Cette liaison forte proche de 3000 correspond à la liaison C avec 4 directions autour de lui. Ça correspond à l'ensemble de mes petits carbones qui sont là. Tous sont des carbones qui ont 4 directions. J'ai un H au-dessus, un H en dessous. Si je prends la molécule B, si vous regardez celle-là, il y a à la fois des molécules où il y a des atomes de carbone au-dessus, en dessous, mais j'ai aussi un carbone qui va aller dans 3 directions. Les carbones à 4 directions, on appelle ça des carbones tétravalents. Vous allez voir apparaître des fois le terme de C-tête, comme disent mes élèves. Tête, c'est pas tête pour la tête, c'est tétravalent. Et de temps en temps, vous allez voir apparaître le terme de tri, parce que 3 directions, trivalent, donc des C-tri, qui est une bande à caractère moyenne, cette fois-ci. Donc si vous regardez la bande ici, le pic que j'ai pu observer aux alentours de 3000, correspond ni plus ni moins qu'à mon C4 directions, C-tête, c'est-à-dire toute ma palanquée d'atomes de carbone qui précède, comme on veut, notre liaison OH. On voit également que ce C-tête réapparaît aux alentours de 1000-1500. 1500 à peu près, 1400, 1500. On voit qu'on a un pic qui pourrait correspondre à celui-là ou celui-ci. Bref, ces intensités-là, on va regarder, c'est une intensité forte. On va pour le pic d'intensité la plus forte, je dirais que c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, grosso modo, l'un de ces deux pics qui est là correspond à mon C-tête. Mais vous allez me dire, oui, mais celui-là, on ne peut pas l'identifier mieux ? Non, on ne peut pas l'identifier mieux. On va s'arrêter là sur l'interprétation, parce qu'on a interprété, en fait, toutes les représentations possibles du tableau qui est là, par rapport à la molécule que je connais. Les autres pics doivent correspondre à des autres types d'atomes de carbone, des informations supplémentaires qui est inutile de connaître à notre niveau.
Ce que je vais vous demander donc comme travail, c'est relativement simple. C'est-à-dire de me prendre les 4 atomes qui sont là, les 4 molécules qui sont là, B, C, D et E, et de me retrouver en me justifiant le spectre parmi tous ceux qui sont proposés en dessous. C'est-à-dire là-dedans, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, cette molécule-ci peut correspondre peut-être au pentanamine. Et si c'est le pentanamine, il faut me dire, bah oui, parce que je retrouve ça, je retrouve ci, je retrouve ça dans la molécule. C'est-à-dire, je retrouve les liaisons ici, dans les molécules, et je les retrouve également dans le spectre. Donc c'est le petit travail que je vous demande. Je vous demande de faire que ces 4 molécules-là, ne faites pas les autres. Pourquoi? Parce qu'en classe, on corrigera ça, on approfondira un petit peu, on corrigera, on s'aidera les uns les autres, et je laisserai à ceux qui ont compris le plaisir de me faire les suivants, les 3 ou 4 suivants, et on corrigera ça une fois d'après. Le fait de revenir et répéter plusieurs fois vous fera comprendre la démarche et vous serez d'autant plus prêt pour savoir faire l'analyse spectrale. Comme je le disais en introduction, en moyenne, il faut à peu près 1 heure pour faire comprendre comment fonctionne l'analyse spectrale en infrarouge. C'est rien de compliqué, il suffit de s'entraîner un petit peu. En général, vous êtes assez redemandeur de ce type d'opération parce que c'est assez facile une fois qu'on a compris. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute sur cette vidéo et bon travail.